Bonjour mes cornes, aujourd'hui on va parler de la grossophobie médicale et oui, je vous l'accorde, c'est pas un sujet très fun, mais il faut absolument qu'on aborde ce sujet parce que il me vient de partout ces temps-ci, donc c'est parti. Coucou mes cornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Anaïs, c'est la première fois que je crois que je me présente dans une vidéo, ça fait 4 ans que je fais YouTube quand même. Je crois que je me suis jamais présentée, et donc ça se trouve vous ne savez absolument pas quel est mon prénom. Moi, c'est Anaïs, enchantée. Avant de commencer cette vidéo, afin que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo, je vais vous inviter à laisser défiler les publicités. Vous le savez, quand il y a un YouTuber que vous voulez soutenir, la meilleure des choses à faire, c'est de liker ses vidéos, les commenter, les partager, c'est encore mieux, s'abonner et effectivement laisser défiler les pubs pour qu'il soit correctement rémunéré pour son travail. Alors, je vous avais fait il y a quelques mois une vidéo sur les vraies raisons de l'obésité et pourquoi on prend réellement du poids. Parce qu'il y a une légende urbaine extrêmement répandue qui dit que en fait, les gros, tout simplement, mangent trop et font pas assez de sport, ce qui n'est pas forcément le cas. J'avais fait cette vidéo tout simplement parce que cette croyance est à l'origine de la grossophobie, mais surtout est à l'origine de la grossophobie médicale et donc tue des gens. Et je vais y revenir plus tard. Mais donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander d'aller voir la vidéo précédente sur les vraies raisons de l'obésité afin que vous puissiez rattraper votre retard si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à mettre sur pause et aller voir cette vidéo en question. Si vous l'avez déjà vue, on continue. Je vous avais déjà parlé de synchronicité, hein, du fait que des fois l'univers vous parle et vous dit de faire quelque chose, tout vous pousse à faire cette chose et que moi ça m'arrive souvent avec les vidéos, c'est-à-dire que quand je dois aborder un sujet en fait, il y a tout qui me pousse, tout le monde m'en parle et finalement je me sens obligée de traiter ce sujet. Là, c'est exactement ce qui se passe avec la grossophobie médicale, que ce soit moi, que ce soit des amis, que ce soit enfin tout autour de moi me criait: «Grossophobie médicale, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu dises quelque chose parce que on en souffre énormément». Donc voilà cette vidéo sur la grossophobie médicale, que je vous vendais depuis un petit moment, hein, il faut bien être, honnête. Mais c'est un sujet hyper touchy, ça touche la santé, donc j'ai pas non plus envie de dire de conneries. Donc j'ai pris mes petites notes et je vais pouvoir, vous expliquer ce qu'est la grossophobie médicale, en quoi ça consiste, d'où ça vient, mais surtout comment la combattre, tout bêtement. Donc dans une première partie, je vais vous raconter mes expériences à moi qui sont, pas super, what the fuck par rapport à d'autres que j'ai entendus parce que, tout simplement, je n'ai pas eu de bébé. Mais je crois que quand tu tombes enceinte et que tu es grosse, c'est là où tu t'en prends plein la gueule. Ensuite, je vais, vous parler de d'où ça commence, comment ça commence la grossophobie médicale. On va faire un long moment sur la grossophobie, gynécologique et obstétricienne parce que, pouh là là, il y a plein de choses à dire là-dessus. On va parler également des conséquences de la grossophobie médicale et enfin, dans un dernier point, je vais vous dire, comment vous prémunir de la grossophobie médicale. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon expérience à moi parce que, ça m'est arrivé quelques petites fois, en fait, d'être confrontée, à la grossophobie médicale. À chaque fois, c'était pas extrêmement important, c'était, vraiment des petits pics, une sensation d'être mal soignée, enfin, non, pas une sensation, le fait de pas être bien soignée si je n'avais pas ouvert ma gueule. Le fait est que j'ai une grande gueule et que à chaque fois, j'ai remis, le professionnel à sa place et je lui ai demandé de me soigner tout bêtement au lieu d'extrapoler par rapport à mon poids. J'ai toujours eu des remarques par rapport à mon poids et j'ai toujours eu des médecins qui m'ont prescrit des régimes alors qu'on sait très bien que les régimes ne fonctionnent pas, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas, je le répète. Les régimes restrictifs en fait ont 95% de récidive, c'est-à-dire de reprise de poids, tout bêtement, que ce soit partiel ou total et en général, c'est plutôt total avec un petit surplus. Donc en fait, à 12 ans, on m'a prescrit mon premier régime avec, dedans, il y avait des coupes-faim. Un médecin qui prescrit des coupes-faim à une gamine de 12 ans. Bref, comme vous, j'imagine, j'ai toujours eu, dans mon parcours médical, des gens qui me disaient qu'il faut absolument maigrir. Là où ça a commencé à me titiller, c'est que, en grandissant, en fait, j'ai eu, un médecin de la médecine du travail
m'a auscultée. En fait, je pesais 105 kilos à l'époque et en fait, il m'a dit, qu'il voulait que je perde 5 kilos et il m'a dit: «C'est quoi 5 kilos?» Et j'ai regardé, je lui ai fait: «Oui, c'est quoi 5 kilos? Ça changera quoi 5 kilos?» Et il a rien dit et il a continué à remplir sa feuille parce que médecine médicale, donc c'était pas vraiment pour me soigner, c'était surtout pour voir, si j'étais en bonne santé, globale. Donc ça, c'est la première fois où j'ai commencé à faire: «Ah, c'est chelou quand même pour un médecin de réagir comme ça». La deuxième fois, c'est une fois où j'étais malade, mais alors comme un chien. Je vomissais et j'avais la diarrhée, donc je me vidais des 2 côtés. Bon appétit si vous mangez, mais genre liquide, quoi. Donc vraiment, on aurait cru que c'était de l'eau, c'était un carnage et mon mec, de l'époque avait la même chose, exactement. On va chez le médecin, donc je lui décris mes symptômes et je lui dis à un moment donné que j'ai mal au dos. Et là, elle me dit: «Oui, alors vous avez mal au dos, ça c'est var à cause de votre poids. D'ailleurs, j'ai un super traitement contre la». Je l'ai recalé tout de suite et je lui ai dit: «Écoutez, écoutez-moi, mon copain et moi, on est malades tous les 2. On a les mêmes symptômes tous les 2. Je vomis, je vais à la salle beaucoup trop souvent et j'ai mal au dos. Ça vous rappelle rien?» «Ah oui, vous avez peut-être une grippe intestinale». «Ah bah oui, j'ai peut-être une grippe intestinale». C'est fou parce que je suis censée être la patiente et je suis censée ne rien savoir de la médecine, quoi, et c'est moi qui dois poser le diagnostic à sa place et c'est moi qui dois la gifler presque, faire en sorte qu'elle se ressaisisse et qu'elle comprenne qu'en fait, j'ai une grippe intestinale, tout bêtement. Une grippe intestinale, comme toutes les grippes en fait, ça peut dégénérer très grave. D'ailleurs, j'avais perdu, 7 kilogrammes en 5 jours, donc c'était super grave, hein. C'était vraiment à un point où voilà, fallait pas déconner et en fait, impossible de faire un vrai diagnostic parce que j'étais grosse, quoi. Donc elle, pour elle, il fallait que je fasse un régime avant d'être soignée. N'importe quoi et mon mec, pourtant il était à côté, quoi. Donc non. Non, non, elle comprenait pas. En fait, c'était moi le problème. Donc ça, c'était, la deuxième fois où j'ai eu une remarque, grossophobe, enfin, une remarque qui m'a choquée, tout simplement parce que, je me rendais compte à quel point la grossophobie, empêchait les médecins de bien soigner les gros. Le truc de la médecine du travail, c'était un moment où je commençais à être conscientisée par rapport à la grossophobie. Je commençais à me relever par rapport à mon surpoids et je commençais à comprendre que, bah, j'ai le droit d'être grosse, en fait. Malheureusement pour le médecin, qui a commencé à me suivre quand j'avais eu ma grippe, en fait, j'étais bien au fait, en fait, de la grossophobie, j'étais bien au fait des problèmes que rencontraient les gros et donc son comportement n'est vraiment pas passé. Un autre comportement qui n'est pas passé, c'est, enfin qui n'est pas passé. Je n'en veux pas parce que, elle a cru bien faire. Mais, ça fait partie des choses qui peuvent être vraiment handicapants. Là dernièrement, j'ai eu, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu, un problème d'intertrigo, et donc j'ai eu des mycoses au niveau des plis de ma peau, mais également une mycose vaginale et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. D'ailleurs aujourd'hui encore, je suis encore, en train de me battre contre ma mycose vaginale. Bon appétit. Il y a quelqu'un qui me drague ces temps-ci. J'ai une mycose, OK? Donc laisse-moi tranquille, merci. Comme ça, c'est dit, parce qu'il est hyper insistant, donc ça me casse les pieds. Donc au moins, c'est dit, j'ai une mycose, laissez-moi tranquille. Petit message personnel passé. Tout de suite, ce médecin a pointé du doigt le fait que j'avais sûrement du diabète. Donc elle m'a fait faire une batterie de tests, que j'ai fait. Et franchement, entre le moment où elle m'a dit qu'il fallait que je le fasse et le moment où je l'ai fait, j'ai hyper flippé parce que, je ne voulais pas avoir de diabète, mais j'aurais dû savoir en fait, que c'était juste la grossophobie qui parlait parce que concrètement, dans ma famille, il y a pas de diabète. Je ne mange pas énormément de sucre. Enfin, j'adore tout ce qui est sucré, mais j'ai l'intelligence de prendre du sucre qui n'est pas raffiné, c'est-à-dire tout ce qui va être sirop d'agave, tout ce qui va être miel, des trucs comme ça. Je vais préférer sucrer mes aliments comme ça. Donc, bah, il se trouve que j'ai pas de diabète du tout. J'ai un diabète parfait en fait. C'est une erreur pas trop grave. Franchement, ce que j'ai vécu, c'est rien hein, par rapport à d'autres. Mais ce genre de petits réflexes, en fait, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps pour faire d'autres analyses, pour chercher autre chose, alors que je lui expliquais que je soupçonnais fortement, que ce soit le vaccin Moderna. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, c'est pas la question. Faut plus investiguer là-dedans, plutôt que de chercher à savoir si j'ai du diabète ou non, puisque je n'en ai pas. Et en fait, ce médecin est parti du principe que comme j'étais grosse, sûrement je mangeais trop sucré et que donc il fallait voir, si j'avais pas de diabète. Le fait est que non. Voilà, c'est pas parce qu'on est gros qu'on a une alimentation démentielle, en fait. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent de diabète, dans sa famille,
pour qu'il déclenche un diabète de type 2, il faut qu'il y aille, en fait. Donc moi, c'est rien, mais on m'a raconté des trucs, j'en reparlerai peut-être, dans le point, gynécologie, mais on m'a raconté des trucs, mais j'étais choquée, en fait. J'étais choquée à mort. Mais quand même, je trouve que ça empêche les médecins de faire correctement leur travail. Ça fait perdre un temps précieux pour faire des diagnostics et ça met vraiment les patients mal à l'aise. On va reparler plus tard des conséquences, des vraies conséquences, hein, qu'a, la grossophobie médicale. Mais quand on est grosse et qu'on est confronté à ça, en fait, on a forcément un moment où on se dit: «Mais en fait, mais d'où ça vient, quoi?» C'est censé être des professionnels qui sont censés faire attention à notre santé et au lieu d'être bienveillants et de nous soigner du mieux qu'ils peuvent, en fait, ils nous blâment en nous faisant croire que notre état médical, est de notre faute parce qu'on mange énormément, alors qu'ils sont censés savoir que c'est pas forcément le cas, puisqu'ils sont médecins. Mais en plus, ils nous font croire que, toutes nos pathologies viennent de notre surpoids, alors que c'est rarement le cas, en fait. En tout cas, moi, ça a jamais été le cas. D'où ça vient? Dernièrement, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes censés le savoir. Mais dernièrement, j'ai participé à un documentaire qui a été, diffusé sur Téva. J'aurais aimé vous parler de ce documentaire ici sur YouTube avant, j'avais mes vidéos déjà de prêtes, j'avais mon planning déjà fait et j'ai pas eu le temps, en fait, de vous faire une vidéo pour vous prévenir, de la sortie imminente, du documentaire et c'est de ma faute parce que je connaissais la date. Donc vraiment j'ai aucune excuse mais bon, peu importe, ça y est, c'est passé, c'était sur Téva. Je crois qu'aujourd'hui, on peut même plus le retrouver en replay. Peut-être qu'un jour, on pourra le retrouver en payant. Mais en tout cas, j'ai participé à un documentaire qui s'appelait, Grosse, le poids de la réussite. Et dans ce documentaire, en fait, la réalisatrice met, en relief le fait que, la grossophobie, en fait, ça commence dès l'enfance avec la courbe de poids. Alors moi, j'avais de la chance parce que j'étais dans la courbe normale. J'ai commencé à prendre du poids au moment de l'adolescence. Mais toutes mes copines qui étaient là étaient déjà au-dessus de la courbe de poids, pendant leur enfance et en fait, les médecins en ont parlé à leurs parents et ils ont créé une réelle inquiétude envers l'enfant et ils ont mis une étiquette sur le front de l'enfant, qu'il était gros, qu'il était en surpoids et qu'il fallait qu'il fasse attention à son alimentation. Et en fait, au lieu de faire en sorte que cet enfant, fasse attention à son alimentation, en fait, ça lui a créé, une inquiétude qu'un enfant ne devrait pas avoir. Ça lui a créé, une identité de gros et donc en fait, il a suivi la pente, en fait. Il a dévalé la pente et enfin elles, parce que c'était des filles, elles ont dévalé la pente. Elles sont devenues grosses, en grandissant parce que dès l'enfance, on est en train de créer une inquiétude dans l'esprit de l'enfant et dès l'enfance, on va commencer à lui proposer des régimes, à lui proposer aussi des camps, enfin des vacances, en centre d'amaigrissement, des trucs comme ça et en fait, on le sait aujourd'hui que, restreindre l'alimentation de quelqu'un, surtout d'un enfant, en fait, c'est la porte ouverte à l'obésité. On le sait que ça crée de l'obésité parce que comme la personne ne peut pas tenir son régime, elle va tenir son régime à un moment donné et puis après, elle va craquer et comme elle est en restriction depuis longtemps, elle va se lâcher. Elle va reprendre très rapidement le poids qu'elle a perdu, plus un petit supplément et donc c'est comme ça qu'on commence le cycle des yo-yo et c'est comme ça qu'on entre dans l'obésité. Alors que à la base, la personne, elle était juste un petit peu rondelette et voilà, il y avait pas, péril en la demeure parce que, clairement, les courbes pour enfants, quand on est au-dessus, on n'est pas non plus à 20 kilogrammes de plus, quoi. On est, un petit peu au-dessus, vraiment. Donc oui, c'est pas l'idéal, mais en soi, ça peut ne pas avoir de répercussions sur la santé de l'enfant, à condition que ça reste, pas important, quoi. Or, en créant cette inquiétude, en fait, on va pousser les parents à faire des régimes à leurs enfants et c'est comme ça, en fait, que l'enfant va mettre le doigt dans l'engrenage dès l'enfance, en fait. Dès l'enfance, il est foutu. Donc en fait, le problème de cette grossophobie, dès l'enfance, c'est qu'on crée des obèses, dès le départ. Et là où la grossophobie médicale prend des proportions, mais hallucinantes, c'est dans la gynécologie et dans l'obstétricie. J'ai du mal à dire le mot obstétrie. Vous me pardonnerez, je trouve ça très difficile à prononcer, donc je parlerai que de gynécologie, mais vous comprendrez que derrière, je parle de gynécologie obstétrie. C'est juste que j'ai du mal à le dire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à un gynécologue grossophobe.
au moment de l'examen. Et en fait, j'ai dû faire une échographie et la personne m'a dit: «Mais vous avez trop de gras, j'arrive pas à voir, je vais le faire en passant par l'intérieur» et moi je ne comprenais pas, j'étais ado à ce moment-là. Je devais avoir 14 ans donc je savais pas trop comment ça marchait, il faut le dire. On m'a demandé d'enlever mon pantalon et ma culotte, ce que j'ai fait et la personne m'a pénétré, mais tout d'un coup, avec, le je sais pas comment ça s'appelle, le machin là et m'a examiné comme ça, à 14 ans. Autant vous dire qu'il y a de fortes chances qu'il a défoncé mon hymen comme ça et je trouve ça hyper grave, en fait. Aujourd'hui, quand j'ai affaire à, des radiologues qui, sont bienveillants, ils me disent: «Je ne peux pas voir, excusez-moi, je ne vois pas vos ovaires, je vais devoir passer par l'intérieur, je vais vous devoir vous insérer ce machin à l'intérieur, mais allongez-vous, mettez-vous à l'aise et tout» et donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce mec avait parce que c'était un mec, hein, que ce mec avait eu des gestes qui étaient absolument pas normaux, quoi et bon, ça, c'est ma petite expérience avec la gynécologie. J'ai eu la chance d'avoir pendant toute mon adolescence une gynécologue assez ronde elle-même. Donc j'ai été assez épargnée, quoique ça veut rien dire, hein. Il y a des gynécologues gros qui sont infects, mais en tout cas la mienne était assez intelligente pour comprendre enfin pour ne pas me blâmer parce que j'étais grosse. Surtout qu'elle savait très bien que que j'étais consciente des complications que ça pouvait avoir pour la santé. Donc voilà, elle était très bienveillante et donc j'ai jamais eu de problème avec la gynécologie. Mais quand j'entends mes copines me parler, enfin mes copines ou vous d'ailleurs, qui me parlait de vos expériences avec les gynécologues, c'est le pompon sur la Garonne. Moi, j'ai pas eu encore d'enfant, donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, je m'en sors plutôt bien. Bien que, à un moment donné, j'ai voulu faire, enfin j'ai voulu, comment dire? Prélever mes ovaires, heu, mes ovules, pardon, et que j'ai pas pu le faire parce que j'étais obèse et qu'en fait, les obèses n'ont pas le droit à la PMA. Donc déjà, ça, pourquoi? Tu as juste à me prélever des ovules. Il y a des gens qui disent que le traitement hormonal pour la PMA est lourd et pour des obèses, c'est pas possible. Est-ce qu'on ne peut pas prélever des ovules sans forcément faire traitement, un traitement hormonal? C'est tout à fait possible de prélever des ovules chez quelqu'un qui n'a pas eu de traitement hormonal. Il suffit d'attendre le bon moment et de lui prélever ses ovules. Bordel de merde! Ceci étant dit, ce sont les seules choses qui me sont arrivées, en fait. En revanche, moi j'ai eu des amis, qui m'ont raconté, des violences, gynécologiques, qui m'ont raconté, des mots très durs. Je pense à l'une en fait qui a été, même victime du syndrome méditerranéen. Je vous invite à faire des recherches sur le syndrome méditerranéen. En fait, c'est pour vulgariser tout ça. C'est quand on pense en fait que, les noirs, et les arabes et les voilà, les gens qui viennent du sud de la Méditerranée surjouent la douleur et en fait font semblant d'avoir mal, parce que, c'est dans leur culture d'être, extravertis et de surjouer la douleur et qu'on va pas la soigner pour ces raisons-là. Ou alors on va la soigner mal parce qu'on considère qu'en fait elle en fait des caisses et qu'elle n'a pas si mal que ça. Alors que bon, en général, quand tu dis que t'as mal, c'est que t'as mal, tout bêtement. Et en fait, ça, c'est un vestige de l'ère coloniale où en fait on faisait, des opérations sur, les colonisés sans anesthésie et on considérait en fait qu'ils n'avaient pas mal, parce qu'ils n'avaient pas d'âme. Et donc même s'ils criaient, en fait, ils en faisaient des tonnes et qu'en fait, c'était pas vrai. Et ça a perduré, en fait, dans notre société, en Europe, cette idée que, les noirs ou les arabes, en font des tonnes et qu'en fait, ils ont pas si mal que ça. Ils se plaignent beaucoup trop par rapport, à leurs maux. C'est resté, en fait, ancré dans notre façon de penser et des fois, on a beau, savoir que ça existe et on a beau, se battre contre ça, on va avoir des préjugés et on va considérer que, bah, ces personnes-là, en fait, se plaignent à tort. Il y a eu une d'entre vous, en fait, qui m'a expliqué qu'elle était en train de faire une éclampsie et que le gynécologue ne voulait pas lui faire de césarienne parce qu'il était anti-césarienne. Il lui a fait une césarienne à contre-cœur et il lui a dit, un truc du genre, «Je suis en train de vous charcuter l'utérus avec mon laser», enfin voilà, des choses qui étaient, incroyables. Je ne peux pas tout vous raconter, parce que, bah,
Personnellement, je trouve que c'est des choses personnelles et sincèrement, si vous avez été victime de grossophobie médicale, en particulier quand vous étiez enceinte, mais même si vous n'étiez pas enceinte, même si vous êtes un mec, vous pouvez en parler dans les commentaires. Mais moi, je me sens pas de raconter à tout le monde comme ça vos histoires. Donc, je vous invite vraiment à les partager dans les commentaires si vous voulez en parler entre nous. Franchement, on est en public concerné, donc n'hésitez pas vraiment à témoigner. Mais quand j'entends tous ces faits, j'arrête pas de me poser la question, mais pourquoi la gynécologie est aussi grossophobe? Pourquoi les praticiens sont aussi grossophobes? C'est quand même fou, enfin je veux dire, c'est une spécialité qui est réservée aux femmes. Donc elle est censée être bienveillante envers les femmes, elle est censée être maternante, parce que c'est de la maternité en fait. Et alors pas du tout, c'est hyper hardcore pour les femmes, que ce soit à la salle d'attente déjà où, en général les sièges sont taillés pour des petits culs ou, que ce soit les remarques, pour, «Vous avez trop de gras, j'arrive pas à voir votre ventre» ou, enfin «J'arrive pas à voir votre utérus» ou alors, les trucs plus graves, comme que ce soit quand tu es déclenchée alors qu'il y a pas lieu d'être ou que ce soit, quand on te fait une césarienne alors qu'il y a pas lieu d'être mais on le fait parce que tu es grosse ou n'importe quelle, remarque extrêmement désobligeante, extrêmement humiliante qu'on te dit, parce que tu es en surpoids et que tu es enceinte, je me suis demandé d'où ça vient. Si vous êtes gynécologue, je vous invite à répondre à la question, hein, ou si vous connaissez des gynécologues, je vous invite à leur envoyer cette vidéo et à leur demander de répondre à cette question. Mais la première raison qu'on vous donne, parce que quand vous posez la question, on vous répond ça en fait, on vous dit que, en fait, l'obésité, crée de l'infertilité. Sauf que, en fait, c'est comme cette histoire de diabète et de cholestérol, en fait. Parce que concrètement, les chiffres concernant l'infertilité et l'obésité sont faussés tout simplement à cause du syndrome des ovaires polykystiques. Et je sais exactement de quoi je parle, puisque je l'ai. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques provoque l'obésité. Tout comme l'infertilité, l'obésité est une conséquence des ovaires polykystiques. Ce n'est absolument pas une cause des ovaires polykystiques. Et ce qui est grave, c'est qu'un gynécologue devrait savoir ça. Ce qui est grave, c'est que sa spécialité, c'est de savoir ça, c'est de soigner ça. Mais ils font cet amalgame, en fait, parce que dans notre imaginaire, en France, surtout en France, pour nous, en fait, l'obésité provoque énormément de maladies. Alors qu'on oublie de dire que l'obésité est parfois la conséquence de maladies et le syndrome des ovaires polykystiques en fait partie. Mais il y a d'autres problèmes hormonaux qui provoquent l'obésité et une infertilité. Après, ces problèmes hormonaux, je ne les connais pas bien, donc je ne veux pas en parler parce que je ne me suis pas bien renseignée sur la question et je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, pour le syndrome des ovaires polykystiques, je suis sûre de ce que je dis. Et moi, ce qui m'a énormément frappée, c'est que les gynécologues ne savent tellement pas ce que c'est que les ovaires polykystiques, que moi, j'ai eu un gynécologue qui m'a dit que, j'ai été diagnostiquée à 32, par là, et mon gynécologue m'a dit qu'il fallait que je commence à faire des enfants vite, 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 parce que sinon je pourrais pas en faire. Or! Le problème des syndromes des ovaires polykystiques, c'est que, tu as plein de follicules dans tes ovaires et que tu as tellement de follicules, en fait, qu'il y a pas un, follicule qui arrive à maturation et à l'ovulation. Donc tu n'as pas tes règles tous les mois parce que tu n'ovules pas tous les mois. Or, avec le temps, tu as de moins en moins, de follicules, donc tu commences à avoir tes règles tous les mois parce que, tu ovules tous les mois, parce que tous les mois, tu as un follicule qui arrive à maturation. Et je trouve ça fou qu'un gynécologue me mette la pression pour faire un enfant au moment où j'ai, le syndrome des ovaires polykystiques de ouf, alors qu'en fait, il suffit d'attendre un petit peu et après on ovule normalement, en fait. Alors après, il y a une question de qualité de l'ovule, qui se pose, mais concrètement, entre, bourrer quelqu'un d'hormones pour qu'il fasse un enfant et attendre un petit peu, des fois juste après 35 ans, tu vois? Tu commences déjà à être, réglée normalement. Des fois, c'est beaucoup mieux, en fait, parce qu'à 35 ans, on est un peu plus vieille, mais ça va. On a quand même des ovules de bonne qualité. C'est juste qu'on a de moins en moins d'ovules, mais on a des ovules quand même de qualité. Tout ça pour dire que beaucoup de gynécologues, n'y s'y connaissent pas en syndrome des ovaires polykystiques, alors qu'ils devraient quand même s'y connaître un petit peu, c'est leur spécialité. En fait, ça fait partie, comme l'endométriose, ça fait partie de ces maladies que les gynécologues ne connaissent pas bien, et ils sont en faute par rapport à ça, ils devraient se former par rapport à ça. Parce que,
Et c'est le grand problème de la gynécologie, c'est que on a tellement délaissé la santé des femmes et la santé sexuelle des femmes, pour des raisons totalement patriarcales, hein, qu'on ne connaît presque rien en fait, qu'on fait des découvertes tous les jours sur la gynécologie. Et c'est vraiment une spécialité où tu as intérêt à te mettre à jour tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce qu'on découvre des nouvelles choses tout le temps. Or, apparemment, en France, on ne le fait pas. Et c'est là le problème. Pour moi, il devrait y avoir une obligation de l'État qui devrait faire attention à ça et faire attention à ce que les gynécologues se forment en permanence sur les pathologies féminines parce que ça commence à bien faire en fait. On en parlera plus tard, mais les conséquences peuvent être hyper graves. Et du coup, de par cette méconnaissance qui vient principalement du fait que les gynécologues pensent que la plupart des grosses en fait ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que justement il y a ces données scientifiques qui disent que dans l'infertilité, il y a beaucoup d'obèses. Beaucoup de professionnels de la gynécologie ne s'attendent pas en fait à ce qu'une femme grosse tombe enceinte parce que pour eux, dans leur psyché, en fait, une femme grosse ne peut pas tomber enceinte parce que l'obésité empêche la fertilité. Alors qu'on a vu que c'était pas forcément le cas en fait, que les chiffres étaient biaisés par un syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Par contre, ce qui est très vrai, c'est que l'obésité peut créer pas mal de complications pour les femmes enceintes qui sont grosses. Et c'est justement là, en fait, le problème, et c'est justement pour ça, je trouve, que les gynécologues sont particulièrement vicieux et véhéments envers les femmes grosses qui sont enceintes. C'est parce que, comme ça génère plus de complications, ils veulent se dédouaner et vous mettre la faute sur vous. Or, l'obésité n'est pas forcément la faute du patient, et ils sont bien censés le savoir. Et donc, je vous propose maintenant de passer aux conséquences de l'obésité médicale. Bah, les conséquences, c'est tout simplement que les patients ne veulent plus aller chez les médecins. Les patients obèses, ils ne prennent plus la peine d'aller chez les médecins, et donc on a une automédication et on a enfin des gens qui désertent, les salles d'attente des médecins. Et ça, c'est problématique parce que alors qu'ils ont souvent des pathologies qui auraient pu, être soignées tôt, et ben, en fait, ils attendent, ils attendent, ils attendent, en espérant que ça va s'améliorer, en espérant qu'ils vont trouver eux-mêmes la solution et qu'ils vont pouvoir se soigner eux-mêmes. J'avoue, moi, je le fais de temps en temps, plutôt que de pousser la porte d'un médecin parce qu'ils en ont ras le cul, en fait, qu'on leur ramène tout à leur état, physique, alors que ça des fois, ça n'a aucun rapport. Ensuite, l'autre vrai, problème avec, la grossophobie médicale, c'est tout simplement les mauvais diagnostics. C'est tout simplement les diagnostics hâtifs. Moi, je vous le dis très clairement, depuis 15 ans, c'est moi qui pose les diagnostics. Ou peut-être pas qui pose les diagnostics, mais qui guide mes médecins. Parce que concrètement, j'ai l'impression qu'ils savent pas soigner des gros. J'ai l'impression que quand t'es gros, en fait, on met toutes tes pathologies sur le dos de ton poids, et en fait, on cherche pas à te soigner vraiment. Et on cherche pas ailleurs ce qui pourrait vraiment poser un problème. Je prends le problème de l'intertrigo, et sincèrement, je vous invite vraiment à guider vos médecins quand vous voyez qu'ils mettent quelque chose sur le dos de votre obésité et que vous n'êtes pas d'accord et que il y a un truc qui a changé en fait, que c'est pas que ça fait des années que vous êtes comme ça, que ça n'y a jamais eu de problème, et que là, et vous pensez qu'il y a un autre truc qui a changé qui fait que vous avez ça. Je vous invite vraiment à ne pas vous laisser faire parce que, en gros, tout est de la faute du patient qui est obèse, et en fait, il y a rien d'autre à faire que de perdre du poids, alors que c'est pas vrai. Et donc, quand on a le caractère et quand on a les connaissances pour contrer ce que dit le médecin, tout va bien. On arrive à rediriger les choses et on arrive à se faire soigner correctement. Mais qu'en est-il quand on ne sait pas, quand c'est des notions qui nous dépassent totalement? Bah, ça peut aller jusqu'à la mort, en fait. Concrètement, ça peut aller jusqu'à la mort. Et puis cette manière, en fait, que les médecins ont de toujours proposer aux obèses de faire un bypass ou une sleeve, ça aussi, ça peut aller jusqu'à la mort. Parce que toute opération chirurgicale, il y a des complications. Donc, à moins de vraiment risquer sa vie, à moins de vraiment avoir de vrais problèmes de santé liés au surpoids et de vraiment risquer sa vie, comme je l'ai dit, on ne propose pas à ses patients, putain, une sleeve ou un bypass, c'est hyper grave comme opération. Ça marque à vie, en fait. Ça change le corps à vie. C'est pas rien, en fait, de te couper l'estomac à quelqu'un. C'est pas rien.
Donc ça aussi, ça mène au corbillard. Ça aussi. Donc merde. Donc la grossophobie médicale, non seulement elle crée les obèses, ensuite elle fait mal poser des diagnostics, et en plus elle mène à la mort. Tout bêtement. Tout simplement. Donc, qu'on soit clair, si vous avez bien compris les choses depuis le début, en fait, la grossophobie médicale, c'est quoi? C'est de l'incompétence. C'est un aveu d'incompétence. C'est un aveu de dire: «Ah mais moi je peux pas te soigner parce que t'es grosse». Alors que c'est dans la tête du médecin, parce que sûrement que votre surpoids n'a rien à voir avec votre pathologie. Arrêtez d'aller voir des médecins grossophobes, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ou alors, mettez-les en garde. Si c'est des gens qui sont bienveillants en fait, mais qui sont grossophobes sans s'en rendre compte en fait. Mais si vous avez vraiment un médecin obtus en face de vous qui est mordicus sur le fait que vos pathologies sont liées toujours à votre surpoids et que c'est de votre faute et que nanani nanana, sachez qu'il y a une association qui a créé un site internet dans lequel en fait on a un annuaire avec les médecins, enfin tous les professionnels que vous cherchez qui sont gros friendly, c'est-à-dire qui sont pas grossophobes. Et du coup, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez, si vous avez des pathologies, des problèmes et que vous avez envie d'être suivi par un médecin qui est bienveillant et qui ne va pas vous emmerder avec votre poids, je vous invite à regarder le lien que je vous ai mis dans la description et à changer de médecin, histoire de vous assurer d'être bien soigné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo a été longue. J'espère que vous avez pris un bon thé, parce que j'ai oublié de vous le dire. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, donc c'est pour ça que j'ai oublié de vous proposer de prendre un bon thé. Mais de toute façon, moi j'avais ma tasse là, donc normalement, quand vous voyez ma tasse, vous savez que c'est l'heure du thé. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me raconter vos expériences de grossophobie médicale. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont. Et je sais que même si vous l'avez déjà fait dans d'autres vidéos, je vous invite à le répéter dans ces vidéos. Parce que je pense que cette vidéo va être relayée. J'espère en tout cas que cette vidéo sera relayée auprès de médecins qui pourront voir l'étendue des dégâts et qui pourront comprendre que peut-être on a quelque chose à faire et sur lequel on peut travailler. Et j'espère que cette vidéo pourra faire son petit bonhomme de chemin et faire évoluer les choses, même si je ne suis pas, comment dire, je suis réaliste. Voilà. Je suis réaliste, je sais très bien qu'il va en falloir un petit peu plus. Mais il faut bien commencer quelque part. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à revoir mes dernières vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo, parce que je suis sûre que vous l'avez aimée. Pensez à la liker, pensez à la partager également, si vous voulez que ma parole se transmette. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.